Destins extraordinaires, Michel Drucker. Épisode 1. Nul ne guérit de son enfance. Chacun de nous a son histoire, et dans notre cœur à l'affût, le va-et-vient de la mémoire ouvre et déchire ce qu'il fut. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, comme c'est vrai. Cette phrase et cette chanson ont particulièrement résonné dans ma vie et mon parcours. J'ai reçu beaucoup de vedettes, des stars dans mes émissions, des actrices, des acteurs de légende, des ministres, des chanteuses, des chanteurs, des présidents. Et parmi eux, Jean Ferrat, l'interprète de cette inoubliable chanson « Nul ne guérit de son enfance ». Jean Ferrat tient une place vraiment à part dans mon cœur. Je vous en reparlerai plus tard. Bonjour, je m'appelle Michel Drucker. Quand Europe 1 m'a proposé de raconter ma propre histoire dans un podcast grâce à des archives exceptionnelles, j'ai pas hésité. J'ai dit oui tout de suite, évidemment. Tout commence pour moi en septembre 1942, à 60 km au sud-ouest de Caen, à Vire, sous-préfecture du Calvados, connue pour son andouille, la célèbre andouille de Vire. Depuis 2016, j'ai la chance d'y avoir une salle de spectacle qui porte mon nom, la Halle Michel Drucker, et j'en suis très fier. À Vire, ma première maison est à 50 mètres du quai de la gare, place de la gare, d'où peut-être mon envie de partir, de quitter le bocage normand et son ciel pluvieux et gris. Je veux prouver à la famille que je ne suis pas le cancre annoncé et que je peux également faire briller la fratrie. Et pour faire mentir surtout cette phrase sans cesse répétée par un père aimant mais parfois impatient, « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» En attendant de partir, je rêve. Rien ne m'intéresse vraiment. À part peut-être courir les filles, la radio et le sport. En classe, je regarde plus la fenêtre que le tableau noir. Je rêve de foot. Je rêve de rencontrer Coppa, Fontaine, les Pelés de l'époque. Et je rêve des champions cyclistes des années 50. Charlie Gaulle, coureur cycliste luxembourgeois, mon idole, capable de creuser des écarts de 20 minutes dans l'école sur ses poursuivants. On l'appelait l'ange de la montagne. Charlie Gaulle a gagné ce soir à Dijon le Tour de France cycliste. Et il l'a gagné de la façon la plus irréfutable, en remportant l'étape contre la montre à la moyenne de 44 km 201. Charlie Gaulle s'est donc placé aux côtés de Fausto Coppi, Hugo Koblet, Louison Bobet et Jacques Anquetil dans la lignée des grands vainqueurs du Tour de France cycliste. Je suis un très mauvais élève à l'école, au grand désarroi de mes parents, et surtout de mon père, qui met un point d'honneur à ce que je réussisse. J'ai quelques souvenirs traumatisants, notamment lorsque mon père me réveillait en pleine nuit pour me faire réciter mes leçons. Il était souvent de garde la nuit. Bien entendu, je savais rien. J'avais l'estomac noué. Et au petit déjeuner, je ne pouvais rien avaler. Moi, je voulais travailler. Je voulais... Vous voulez partir de la maison, travailler? Non, je voulais au plus vite quitter tout ça. Quitter le ciel un peu lourd, un peu bas, pluvieux, du bocage normand, quitter cette atmosphère plombée. Et puis, j'en avais un petit peu marre de devoir répondre à cette question tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Quand je pars le matin, je quitte la maison, je suis heureux. Je sais que je vais avoir la paix pendant une journée de classe et je vais surtout occuper mon temps à la récréation à rigoler avec les copains, jouer au foot. En revanche, le retour à la maison, le lever est un cauchemar et le retour vers 16h30 quand mon père n'a pas fini ses consultations et va partir faire visite à la campagne, le retour est déjà compliqué. Je ne pense qu'à une chose, pourvu que mon père soit déjà parti faire ses visites à la campagne, que la salle d'attente soit vide, parce que sinon, il va me reposer la question. Alors, aujourd'hui, tes notes, qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi le programme? C'était une espèce d'acharnement. Plus tard, on me donnera parfois une image de gendre idéal. Pourtant, à l'époque, j'étais vraiment pas un élève parfait. Et les rapports que j'entretiens avec les professeurs, les enseignants, sont compliqués. Monsieur Drucker, au lieu de rêvasser, venez nous rejoindre au tableau. Moi, il n'y a aucun professeur qui m'a marqué. Je les ai tous détestés. Sauf un, Monsieur Bazière, qui était mon premier instituteur. Pas parce que je lui ai donné satisfaction, parce que le bulletin était tragique, mais il était très gentil avec moi, parce qu'il m'a épargné le boudin noir puré à la cantine qui me faisait vomir pratiquement tous les jours. Rien que pour ça, je ne remercierai jamais assez. Si j'avais l'estomac noué à l'époque, c'est vraiment à cause de la pression paternelle. Mon père était un médecin de campagne d'une nature colérique, mais très généreux,
très bon médecin. Il avait eu un parcours très douloureux. Abraham était d'origine roumaine. Il avait obtenu la nationalité française durant l'été 1937, l'époque du Front populaire, les premiers congés payés, 5 ans avant ma naissance. Il était un peu caractériel, mais il avait des raisons d'être tourmenté et agité. En 1942, dénoncé par la Gestapo, qui l'arrête, il est transféré au camp de Drancy comme médecin, puis à Compiègne. Dans ce camp de Drancy, principal lieu d'internement avant la déportation, il est chargé d'examiner les malades. Drancy, l'étape d'après le Veldiv, c'est ici que tous les raflés ont embarqué dans des trains direction Auschwitz. En 1942, 3 convois partaient chaque semaine direction les camps de la mort, et cela avec la complicité de l'État français qui avait dressé des listes. En août 1944, mon père aurait dû être déporté vers le camp de Auschwitz. Le camp de Drancy sera libéré juste à temps, le 18 août 1944, une semaine avant la libération de Paris. De ces épreuves, mon père est sorti meurtri, abîmé, déglingué, déstabilisé. Son avenir et ses espoirs se résument désormais à ses fils, Jean, Jacques et moi-même. Il faut que les enfants réussissent, il faut découdre définitivement l'étoile jaune, il faut être plus français que français, et il faut être meilleur que les autres. Et la seule solution qu'il a trouvée, c'est que les 3 fils sont tous les 3 des maillots jaunes. Voilà, il veut qu'on soit tous numéro 1. Mon père voulait qu'on soit parfaitement intégrés. Il fait partie de cette génération qui avait peur que ça recommence et que ses enfants, eux aussi, soient touchés par l'antisémitisme. Je suis juif baptisé, mais j'ai pas été élevé dans la tradition religieuse. Chez les Drucker, on ne parlait ni de Kippour, ni de Shabbat. Quand on me demande de parler de mes origines, je parle d'abord de ma Normandie natale, mais mes origines israélites sont toujours là, comme une petite musique. Revenons à mes frères et à ses attentes parentales. Jacques, le cadet, va vraiment répondre à l'extrême exigence de mon père. Le futur papa de la comédienne Léa Drucker deviendra professeur de santé publique, épidémiologiste de renom, créateur de l'Institut de veille sanitaire et co-inventeur du vaccin contre l'hépatite B. Quant à mon frère Jean, il sera également la fierté de la famille. Il sortait de l'ENA, il deviendra patron et créateur d'M6. Jean Drucker, quelques jours avant le lancement de M6 en 1987. À partir du 1er mars à 11h15, les téléspectateurs français auront un choix supplémentaire d'une chaîne complète. Alors complète signifie qu'elle aura des films, des séries, des émissions d'information, des magazines. Une place très importante sera consacrée à la musique pour les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes. Et maintenant, si vous en êtes d'accord, que la fête commence. Jean, le papa de la journaliste Marie Drucker, avait 13 mois de plus que moi. Il était mon idole. Je me sentais parfois complexé par lui. Lui, le décideur, moi, le saltimbanque. Il est parti en 2003. Il m'a laissé un dernier message sur mon portable. Rappelle-moi. Le week-end où il est mort, le week-end de Pâques 2003, mon frère Jean, j'allais lui proposer, et il aurait accepté, de m'associer avec lui. Moi, l'autodidacte, lui, l'énarque, et on aurait mis le nom Jean et Michel Drucker, conseiller en audiovisuel, sur la plaque de médecin de mon père. C'était un peu le rêve de mon père. Ça, j'aurais vraiment été heureux. Des 3 frères, mon père pensait que j'étais celui qui pouvait prendre la relève, le remplacer un jour, devenir le médecin de campagne généraliste. Il n'a jamais compris pourquoi je m'en sortais pas à l'école. Mais quelque part, au fond de moi, malgré les critiques, je me doutais qu'un jour je m'en sortirais. Et ma mère dans tout ça, Lola Drucker, d'origine viennoise. Elle avait également une personnalité originale. Elle aurait aimé que j'épouse Anne Sinclair. Et comme je le dis dans mon one-man show, j'ai dit à Anne, si tu m'avais épousé, tu aurais eu peut-être moins de soucis. Le 25 juin 2006, 9 ans après la disparition de maman, j'ai pensé à elle plus que d'habitude. Ce jour-là, j'ai reçu sur le canapé de Vivement Dimanche le fondateur du Nouvel Observateur, Jean Daniel. Ma mère l'adorait. Elle ne ratait aucun de ses éditos. Elle me disait, le jour où le Nouvel Obs parlera de toi, ça voudra dire quelque chose. Ma mère, sa Bible, c'était le Nouvel Obs et son idole, Jean Daniel, et Mendès France. Elle lisait Le Monde et Télérama. Et à chaque fois que j'étais à la télévision avec Mireille Mathieu ou Johnny Hallyday, elle me disait, tu sais, Chancel, lui, reçoit Rostropovitch. Je dis, maman, Chancel est plus intelligent. Coïncidence troublante de la vie, en 1942, sur le quai de la gare de Rennes,
Lola, ma maman, est enceinte de moi. Elle tient dans sa main celle de mon frère Jean. Pas pire, Peter. Quand soudain, elle est contrôlée. Elle n'a pas de papier. Elle n'est pas en règle. Mais un inconnu surgit. Il fait croire dans un élan humanisme fou qu'elle est son épouse. Il parle allemand. Le culot fait le reste, et ça passe. Cet homme est vétérinaire, il s'appelle Pierre Lelay. Il n'est autre que l'oncle de Patrick Lelay, celui-là même qui dirigera TF1 pendant 20 ans. Forcément, ça va créer des liens entre nous. C'est pour lui, pour Patrick Lelay, que je suis allé sur TF1, la seconde fois, après une première tentative, en 1990. En attendant d'essayer de satisfaire les ambitions de mes parents, j'ai d'abord dû les revoir fortement à la baisse. J'ai failli devenir marin, mais on s'est aperçu au dernier moment, la boulette, que j'avais le mal de mer. Ensuite, on a voulu m'orienter vers des métiers manuels. Pour commencer, je décroche un brevet de sténodactylo. Je tapais très bien la machine, mais vous allez peut-être vous demander quelles étaient mes motivations exactes. J'avais une blouse rose, on était 2 garçons pour 350 filles. J'étais ravi, 350 filles pour 2 mecs, c'est un bonheur. Après n'avoir rien foutu pendant près de 10 ans, de l'âge de 8 ans à 18 ans, je me suis enfin retroussé les manches. J'ai eu le déclic. Premièrement, j'ai cherché l'autonomie financière. Après ce brevet de dactylo, je me suis essayé à une carrière de photographe de plage. Mais comme je l'ai raconté un jour à mon ami Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1... Vous avez fait tous les jobs. Vous avez commencé par être photographe de plage. Au Sable d'Olonne, j'ai été viré, c'est à l'époque, on était photographié, on vous donnait un ticket à la fin des vacances, et avec le ticket, on allait rechercher les photos souvenirs des vacances. Ouais. Et là, j'avais à peine photographié des couples sur la plage, qu'une heure après, ils venaient en gueulant parce que j'avais photographié des couples qui n'auraient pas dû être ensemble. J'étais le premier paparazzi. Je ne m'interdis aucune opportunité professionnelle. Je frappe à toutes les portes. Je tente de devenir steward à Air France. Vous imaginez tirer à 4 épingles en train de rassurer les passagers pendant un vol. Eh ben, j'ai raté. J'ai été recalé. Et vous réussissez pas à Air France, il y a un concours, un examen de steward saisonnier, et vous devenez agent de nettoyage des avions. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, j'ai fait ça pendant 3 mois. On a retrouvé ma fiche de paye pour un jeu télévisé un jour. Et j'avais mon petit Solex et le car nous ramassait à la Porte d'Italie vers 4h30 du matin. Et j'étais le seul Français au milieu d'immigrés. Il y avait des Portugais, des Turcs, des Maliens. Mais quand je descends d'un long courrier maintenant et que je vois la petite voiture avec les balais qui arrivent, je connais leur vie. Je ne le sais pas encore, mais je suis sur la piste de mes premiers succès. Ma carrière va enfin décoller. Au service militaire, je travaille au sein du magazine TAM, le magazine multi-armée Terre-Air-Mer. Et là, je vais rencontrer les journalistes de l'ORTF. Je vais bientôt avoir la réponse à cette question de mon père, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais cette revanche, malheureusement mon père disparaît en 83, n'en a vu que la première partie. On fait toujours quelque chose pour prendre une revanche. Moi, c'est vrai que qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ben, voilà ce que j'ai fait. Malheureusement, il a pas vu l'essentiel, mais s'il me regarde quand je suis sur scène, il doit être assez heureux. Il a quand même dit avant de partir que finalement faire Sciences Po, faire l'ENA, ce qui étaient les triomphes de mon frère Jean, c'est pas forcément ça qui vous rend heureux. Je pense qu'il était fier, mais il me l'a pas dit souvent parce qu'il n'a pas eu le temps de me le dire. Nul ne guérit de son enfance, donc, comme le chantait si bien Jean Ferrat. Cette revanche commence par un stage à l'ORTF, au début des années 60, un stage qui dure depuis 60 ans. Sauf que les débuts ne seront pas sans douleur. Retrouvez dès à présent la suite de la série Destins extraordinaires consacrée à Michel Drucker sur l'application et le site Europe 1, ainsi que sur toutes vos plateformes d'écoute. Destins extraordinaires, Michel Drucker. Épisode 2. Le gamin qui tremble. Rassemblement! Allez, plus vite! En colonne par 2! Présentez! Armes! Mon service militaire en 1962 est l'occasion rêvée de fuir le cocon familial. Coïncidence aussi cruelle qu'improbable, je suis affecté à la base aérienne de Compiègne, le camp de Royalieu, dans le bâtiment B. 20 ans plus tôt, c'est dans ce même baraquement que mon père avait vécu l'indicible pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était son infirmerie. Je n'ai pas souhaité à l'époque que mon père vienne me voir pendant cette année 62. Pourtant, il y en avait le loisir, j'étais en tôle tous les week-ends. C'est de loin qu'il apprend que je m'intéresse enfin à quelque chose, le journalisme. Particulièrement le journalisme sportif. Ça l'étonne.
Il s'est demandé par quel miracle à l'époque j'arrive à retenir les noms de tous les coureurs du Tour de France ou des 500 joueurs qui disputaient une Coupe du Monde, alors qu'aucune formule mathématique, aucune date historique ne s'imprimait dans mon cerveau. C'est après une chevauchée solitaire de 70 km, après être passé en tête au sommet des cols de Porte, du Cucheron et du Granier, que Raymond Poulidor est arrivé épuisé mais vainqueur à Aix-les-Bains, où il devançait Anglade et Bahamontes de 2 minutes 30 et le peloton Anquetil-Plancarte de 3 minutes 16. Mon père doit se rendre à l'évidence, je suis fou de sport. Il ne se doutait pas que je couvrirais plus tard 5 Coupes du Monde. Autre coïncidence, mais cette fois beaucoup plus heureuse que la précédente, mes dernières semaines sous les drapeaux se dérouleront dans le 7e arrondissement de Paris, boulevard de la Tour-Maubourg, au siège du journal TAM, dont je vous ai déjà parlé, exactement à 800 mètres de la rue Cognacq-Gay, là où siège l'ORTF, le premier temple de la télévision. Alors que je vais poster le courrier du colonel, une idée me germe dans mon esprit. J'aime le sport, la télé est faite pour moi, je suis jeune, dynamique, ambitieux. Ils engagent peut-être des jeunes, des journalistes sportifs, allez savoir. J'en crois pas mes yeux. L'une des femmes les plus célèbres, les plus influentes de la télévision, la speakerine Catherine Langer, marche sur le même trottoir que moi, rue Cognacq-Gay. Mais en attendant, nous allons voir un petit film, un film de court-métrage de Jean-Jacques Cornu, qui a pour titre « La couronne de Paris ». Est-ce que je vais oser l'aborder? Oui. Allez, un peu de culot, je fonce. Je la mitraille de questions. Comment entrer à la télévision? Qui sont les décideurs? Qui dois-je rencontrer? Peut-être amusé par mon audace, la grande Catherine Langer m'obtient un rendez-vous chez Pierre Sabag. Pierre Sabag, un des grands patrons et un des pionniers de la télé, qui n'est autre que son mari. On dit parfois avec humour que j'ai été vendu avec le poste de télé. C'est drôle, mais c'est vrai. Le RTF est créé en 1964, en juin. Moi, je décroche mon entretien avec Pierre Sabag au même moment. L'entretien avec Pierre Sabag durera 1h45. Du haut de mes 21 ans, j'en parais 18. Je me souviens lui avoir demandé quelles étaient les recettes pour durer. Et à la fin de mon rendez-vous, je décroche un stage dans l'émission Sport Dimanche. Après l'armée, je prends donc directement la direction de la rue Cognacq-Gay, où je rencontre quelques-unes de mes idoles. Et là, qui je croise? Pierre Desgros, Pierre Dumayet, Pierre Sabag, Thierry Roland, Chapat, Marcillac, Catherine Langer, Jacqueline Huette. Et là, j'ai eu accès à Cognacq-Gay pour faire 3-4 jours de stage. Thierry Roland, qui était très sympa avec moi, le premier qui m'a amené au Parc des Princes, c'est Thierry. Il te souvient, il avait des triomphes, il adorait les triomphes. Et il y avait une équipe canon. Hein. Et ce stage a finalement duré beaucoup plus longtemps que ça. L'émission Sport Dimanche, c'est la première émission de sport de l'histoire de la télévision. Je travaille sans relâche, 15 heures par jour. Toujours prêt à rendre service, je ne recule devant aucune mission, aucune tâche. Quand je le peux, j'assiste au montage des grandes émissions du moment. 5 colonnes à la une, les coulisses de l'exploit. C'est simple, j'ai enfin l'impression d'entrer dans ma vie active. Thierry Roland et les autres me surnomment le petit. Thierry a 5 ans de plus que moi, il est encore très jeune, mais il a déjà beaucoup d'expérience. Il me présente, suprême honneur, Joseph Ujlaki, le Zidane de l'époque, d'origine hongroise, le milieu de terrain du Racing Club de Paris, le PSG de l'époque. Ujlaki est l'un des meilleurs marqueurs de toute l'histoire du championnat français. Bref, je vis un rêve éveillé. À la rentrée 1964, mon stage est prolongé, mais je ne pars pas à Tokyo pour y couvrir les Jeux Olympiques. Je reste en effet à Paris, où je trie les images qui arrivent la nuit. C'est ainsi que le 20 novembre 1964, j'apparais pour la première fois à l'antenne. Je suis à Orly sur le tarmac où j'interviewe le président de la Fédération française des handicapés de retour du Japon. À l'époque, on ne parlait pas du tout des Paralympiques. Monsieur Berthe, vous êtes le président de la Fédération des handicapés physiques de France. Les représentants français ont obtenu 13 médailles à Tokyo. Je pense que vous êtes satisfait du résultat. Eh bien, je suis très satisfait. Grâce à l'esprit d'équipe qui a régné tout au long des Jeux, nous avons, je crois, fait le maximum et je suis très heureux. Tout s'est très bien passé à Tokyo. Exact. Oh, formidable. L'accueil était très chaleureux. Sensationnel. Serge Beck, vous êtes un grand triomphateur de Tokyo. Vous avez obtenu à vous tout seul 4 médailles d'or. Vous êtes vraiment le Don Chalander de cette équipe. Ah ouais, enfin 3 médailles d'or. Hein. Oui, 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Ouais, on dit ça que c'est le Don Chalander, quoi. Mais ça a vraiment été dur. Hein. Vous attendiez cette victoire? Ben non, mais on s'est entraîné pour. Bien sûr. Quel âge avez-vous? 26 ans. Vous allez pouvoir envisager Mexico avec un moral tout neuf, un moral à toute épreuve maintenant. Vous savez, on a une santé plus ou moins précaire, on verra ça dans 4 ans, hein. C'est loin. Je ne pense pas avoir été désinvolte ou provocateur lors de mon premier passage à l'antenne.
Pourtant, un téléspectateur mécontent appelle au standard de Cognac G pour se plaindre. C'est le docteur Abraham Drucker, mon père, qui n'était pas du tout au courant du nouveau métier de son fils. En tout cas, mon père n'imaginait pas qu'en regardant la télé ce soir-là, il allait tomber nez à nez avec moi. Bonjour, je suis Monsieur Drucker, le père de cet inconscient. Il n'a pas de diplôme, c'est un anxieux à la syntaxe approximative, sans culture, et en plus, il se ronge les ongles. Enlevez-le de l'antenne, vous courrez à la catastrophe. Pour un coup de pouce familial, on pourrait rêver mieux, hein. Je vous rassure tout de suite, les relations avec mon père s'apaiseront avec le temps. En attendant, je fais la connaissance de Léon Zitrone. Je suis un travailleur acharné et je peux regarder la caméra à la tête haute. Je lui ai beaucoup donné, elle m'a beaucoup donné. En réalité, nous sommes quittes. En ce milieu des années 60, Zitrone est une superstar de la télé. Le gros Léon, comme on l'appelle, parle 5 langues, dont le russe. Il marie les têtes couronnées à l'antenne. Il les enterre parfois aussi. J'habite Place Clichy, au-dessus d'un cinéma porno, et du haut de l'appartement de ma mère, j'aperçois l'appartement de Zitrone. Et Zitrone me dit un jour dans l'ascenseur, dites donc Drucker, vous habitez Place Clichy? Ben oui, je vous ramène. On va sympathiser, je le prendrai tous les matins, je conduirai sa voiture, dont la contenance était inversement proportionnelle à son volume et à sa surcharge pondérale. J'ai donc conduit des Simca 1000 et des Austin Cooper. Le jour des 50 ans, on m'a demandé d'aller acheter un gilet rayé avec du cirage et une brosse à reluire. Avec le mot de Claude Darget qui le haïssait à l'époque, c'est pour le ministre de ce soir. Je deviendrai son poisson pilote. J'étais pour lui disponible à tout moment. Ce que j'ai appris aux côtés de Zitrone n'a pas de prix. Je l'observe attentivement, admiratif. Par exemple, le soir où en direct, les images n'arrivent pas. Problème technique. Il n'y a pas d'oreillette à l'époque, Léon Zitrone est en liaison avec la régie par téléphone. Et en plein direct, face à la caméra, on lui fait signe de meubler. Il tient à l'antenne 1, 2, 3, 4 minutes, une éternité. Et le reportage n'arrive toujours pas. Je suis à côté d'une caméra, bouche bée, admiratif, sidéré. Je découvre en effet que le téléphone n'est pas branché. Numéro d'acteur sublime. C'est Léon Zitrone qui m'a appris à ne jamais utiliser ni l'oreillette ni le prompteur. Un jour de 1965, Léon Zitrone me prévient. Un journaliste de l'émission Sport Dimanche est souffrant, vous allez le remplacer au pied levé. Je me retrouve seul face à la caméra, dos au mur. Pendant 12 minutes, je dois donner des résultats sportifs de la journée. C'est un calvaire. Il n'y a pas assez d'images à l'époque. Il faut donc absolument annoncer et lire les résultats sportifs sans se tromper. Je suis dans un état second. On ne retiendra de ma prestation une feuille blanche qui tremble de plus en plus et qui va trembler pendant 12 longues minutes. J'étais terrorisé. Le lendemain, place Clichy, un homme me dévisage alors que je m'apprête à prendre le bus. Il me dit, prenant son journal, « Alors, ça va mieux depuis hier soir ?» Pour la France, je suis devenu le gamin qui tremble. Le trac ne me quittera jamais vraiment. Je me rassure en me disant que Louis Jouvet disait que le trac allait avec le talent. Le stress, c'est pas envolé, parce que notre métier, c'est notre carburant. Non, je suis toujours aussi stressé qu'avant parce que je suis slave. Je viens des brumes de l'Empire austro-hongrois, ce qui ne fait pas des gens calmes. Mais disons que maintenant, tout me fait rire. Des occasions de stresser, je les ai multipliées dans ma carrière. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. Quand je la rencontre, Michèle Arnaud est chanteuse un peu intellectuelle. Elle chante au Milord Larsouille, un petit cabaret situé juste à côté du Palais Royal, dans le 1er arrondissement de Paris. Elle est aussi productrice de télé, très en vue. C'est elle qui met à l'antenne une émission qui va marquer l'histoire de la télé, Les Raisins Verts, réalisée par un jeune réalisateur prodige, Jean-Christophe Averty. C'est l'une des rencontres les plus importantes de ma carrière. Michèle Arnaud a en effet dû me voir un soir où je ne tremblais pas à la télé, et elle s'est dit que je pouvais peut-être devenir un présentateur de variété convenable, en phase avec les artistes yéyés émergents. C'est ainsi qu'en 1966, Michèle Arnaud me fait basculer du reportage sportif à la variété. L'émission s'appelle Tilt, une référence directe au bruit du jukebox que l'on met en marche. Le concept est simple, il s'agit de proposer aux téléspectateurs de classer les tubes du moment par ordre de préférence. Le générique donne le ton.
La première de Tilt a lieu à Douai, dans le Nord, le 5 octobre 66. À ce moment-là, les idoles traversent leur première crise. Les ventes s'affaissent, les concerts aussi, l'hystérie se tasse, les yéyés se crêpent le chignon, Antoine veut même mettre Johnny en cage, mais le public est venu très nombreux. Cependant, à la fin de l'émission, je suis dans le même état d'inquiétude que mon invité. Ce jour-là, c'est Johnny. Moi, je me demande, est-ce qu'on va me réengager? Est-ce que j'aurai droit à une deuxième émission? Johnny, lui, qui est au creux de la vague, se demande si son nouveau single va le relancer. Après le tournage, en pleine nuit, nous revenons ensemble à Paris. Il y a du brouillard. Et en rentrant le soir, à 220 à l'heure, Johnny me disait est-ce que tu crois que ça va marcher pour moi, que je vais revenir? Parce qu'il venait traverser une période compliquée. Et je voyais le compteur de sa Ferrari, 220, 230, 240. Et Johnny, à 240, me disait tu crois qu'on va me reprendre? Je dis Johnny, on n'aura pas la réponse. On est mort dans 5 minutes. Noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard. Pour moi, tu cries. Je n'en peux plus dans ma vie. Oh, oh. Vous connaissez la suite. Tilt va continuer et Johnny va remonter la pente. Entre lui, le blouson noir et moi, qu'on qualifiait souvent de gendre idéal, bien cravaté, bien propre sur lui, c'est le début de l'amitié d'une vie. Mais nos chemins ont souvent été accidentés. Si je reste 2 ans à la tête de ce grand rendez-vous populaire qu'est devenu Tilt, l'année 68 sera plus difficile. Cette année-là, après avoir fait grève, j'ai appris que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. À la télé, la star, c'est la télé. Ça a été mon éducation également, mai 68, mon éducation syndicaliste, si j'ose dire. J'ai défilé en mai 68. J'ai retrouvé des images à l'INA extraordinaires. Je défile avec Jean Ferrat, avec Yves Montand, avec Signoret, avec Michel Fields, qui est coiffé comme Tina Turner. Et voilà, libérer l'ORTF. Libérer l'ORTF. Le général nous a libérés très vite. Hein. Comme Robert Chapat, Roger Coudert ou Thierry Roland, je reçois une lettre de licenciement en mai 68. Officiellement, il s'agit de réduire les effectifs dans le but de réorganiser l'ORTF. Je ne suis pas le seul. Au total, 37 journalistes télé seront débarqués. C'est le début d'un petit purgatoire pour moi. Petit, mais purgatoire quand même. Les 5 épisodes du podcast Destins extraordinaires consacrés à Michel Drucker sont dès à présent disponibles sur le site et l'application Europe 1, ainsi que sur toutes vos plateformes d'écoute. Destins extraordinaires, Michel Drucker. Épisode 3, Drucker et Europe 1, les années Lagardère. J'ai toujours eu peur de l'oubli. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, De la lumière à l'oubli. La raison, c'est peut-être dû au fait que j'ai été viré de la télé après les événements de mai 68. Mais c'est vrai que l'oubli va très très vite. Moi, j'ai vécu ça en 68. J'étais là depuis 5 ans. J'avais l'impression déjà d'être une petite vedette, entre guillemets. Et puis voilà, De Gaulle, car c'est De Gaulle qui l'avait décidé à virer tous ceux qui avaient mis sa télévision en grève. Et il y avait Zitrone. J'étais un peu l'assistant de Zitrone. C'est là où j'ai tout compris, c'est le début du livre. Durant l'été 68, je me morfonds devant ma télé en regardant les Jeux Olympiques de Mexico, qui se retransmis en couleur. Souvenez-vous, c'est l'été de la médaille d'or de Colette Besson sur 400 mètres. Colette Besson, Francia. Non, je ne pensais pas la gagner, mais enfin, après 300 mètres de course, je me suis dit, pourquoi pas, tu es très bien, continue, allez, et puis ça s'est passé comme ça. Et puis à la rentrée, je vais être repêché par Michel Arnaud, encore elle. Elle m'a un peu pistonné auprès de son voisin à Orvilliers, dans les Yvelines. Son voisin s'appelle Georges Pompidou. Il est Premier ministre. Ça pouvait pas nuire. Et je reviens au sport, où je commente ma première Coupe du Monde. J'en ai commenté 5. Celle-là a lieu en 70, remportée par le Brésil de Pelé. Effectue un travail considérable en défense depuis le début. Tête de Pelé, but! Tête de Pelé! Tête de Pelé, but! Dans les années 70, tout en continuant la télévision, je commence un début de carrière à la radio. En 1974, j'entre à RTL. Puis 9 ans plus tard, je traverse la rue, comme on disait à l'époque, pour aller à Europe 1, rue François 1er. Pour moi, intégrer Europe 1 a été un grand moment. Europe 1, c'est la station chic et populaire à la fois. Avant d'arriver à Europe, j'ai beaucoup écouté la station. J'ai été un fidèle auditeur de Salut les copains. J'ai écouté Philippe Aki, Guarini, Fernand Choisel,
André Arnaud et les autres. Dans le métier, on rêvait tous d'aller un jour à Europe 1. On voulait y aller autant pour l'image que pour l'audience. En quittant RTL pour Europe, je me suis fait connaître d'un public, mais aussi d'une partie de la profession qui ne me connaissait pas vraiment. C'est Jean-Luc Lagardère, en personne, qui m'a embauché. Et oui, le patron. Lui aussi a été extrêmement important dans ma carrière. On ne dira jamais assez l'importance de Jean-Luc Lagardère dans l'histoire d'Europe 1. C'est Jean-Luc Lagardère qui m'avait engagé lui-même, parce qu'il m'avait connu, j'avais 22 ans, et il m'avait dit, si tu veux faire de la radio, tu m'appelles. J'ai dit, je ferais bien une saison à Europe 1, et mon rêve, c'est de présenter le podium d'Europe 1. Il me dit, alors il faut que tu te dépêches, car c'est la dernière année du podium d'Europe 1, où il y avait Thierry Leluron en vedette, il y avait les ballets brésiliens. J'ai mis un mois avant de voir que c'était des travestis, j'étais pas très éveillé à l'époque. C'est Leluron qui m'a ouvert les yeux. Europe, ça a été ma maison longtemps. Le grand podium d'Europe 1. Ah, c'était la fête, les grandes vacances. Chaque jour, une ville différente. Et plus de 10 000 personnes venues applaudir les imitations de Thierry Leluron ou les ballets brésiliens de Beija Flor. Thierry avait beaucoup insisté pour que je discute avec l'une d'entre elles. Il me dit, je t'assure, Michel, je crois que tu as une ouverture avec elle. Je dis à Thierry, écoute, comment veux-tu que je m'adresse à elle? Thierry me met à l'aise, il m'apprend quelques mots d'espagnol, je ne parle ni portugais ni espagnol. Et je m'adresse à la danseuse, comment vous appelez-vous? Diego. L'artiste qui détiendra longtemps le record officiel de participation au Grand Podium, c'est le chanteur Carlos. D'ailleurs, j'ai reçu une médaille de toute l'équipe quand le podium s'est arrêté. J'ai dûu le faire plus de 550 fois. Et c'était un bonheur parce que c'était une caravane extraordinaire qui faisait 8 ou 10 kilomètres. Et puis le soir, le spectacle, alors bon, des fois on est entre 10 000 et 100 000 personnes. Vous êtes vraiment un public merveilleux. Je voudrais vous dire juste un mot sur des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas à la télévision, que vous n'entendez pas à la radio. Pour les chauffeurs, les techniciens et les monteurs d'Europe 1 ce soir, s'il vous plaît, à Reims, c'est pipi. Durant cet été 84, un an seulement après mon arrivée à Europe, je réalise un de mes rêves les plus fous. Michel sur Europe 1. J'avais donc un petit studio aménagé au-dessus du studio principal, le studio Lagardère, où j'officiais. J'étais à la télé toutes les semaines et j'avais 220 émissions à faire dans l'année avec ma quotidienne Studio 1. Studio 1 était en direct de 8h30 à 11h30. Je partageais le micro avec l'élégante Marie Gildas, qui me quittera pour collaborer avec Coluche, et c'est Julie qui la remplacera à mes côtés. Oui, ma chère Maryse, notre chouchou. Le jeu du rire, Europe 1. Oui, notre chouchou, bien sûr, voilà un très bon moment qui nous détend vraiment. Le deuxième personnage clé de l'émission, c'était Madame Soleil. Les plus fidèles de la station n'ont pas oublié la première star de l'astrologie, Madame Soleil, qui s'appelait vraiment d'ailleurs Madame Soleil. Avec Albert Simon, elle faisait la pluie et le beau temps sur l'antenne. Oui, parce qu'en soi, le soleil, il représente une face de la personnalité. Il est le facteur vital, la vie, l'élément mâle, la force morale ou physique rayonnante. Et il symbolise naturellement le père, le chef, l'autorité. Aujourd'hui, c'est la règle, mais autrefois, c'était rare. Studio 1 était filmé tous les jours. Finalement, l'émission ne sera jamais diffusée. Dommage, vous auriez pu me voir en train de chanter avec Rose Laurence. Michel, vous allez chanter avec moi aujourd'hui. Attention. Ce que vous voulez. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à toi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta voix. Formidable. Africa, j'ai envie de danser comme toi et d'obéir à ta voix. On va recommencer. Africa. On est d'accord, hein, j'ai bien fait de mettre en avant les vedettes de la chanson plutôt que de chanter moi-même. En parlant de vedettes de la chanson, j'ai reçu beaucoup de stars dans cette émission. L'une d'elles s'appelait Céline. Elle avait 16 ans. Elle pouvait encore se balader à l'époque dans la rue sans trop de problèmes. Nous sommes le 6 février 1985. Ce jour-là, cette toute jeune Québécoise est sur le point de pouvoir annoncer une grande nouvelle. Elle va peut-être faire la première partie de Patrick Sébastien à l'Olympia. Je suis un petit peu nerveuse. Vous êtes nerveuse? Non, je suis nerveuse parce que, je dois vous dire, mon impresario, il a rencontré l'impresario de Patrick Sébastien. Oui. Et on s'est rencontrés. Rien à voir avec l'impresario de Patrick Sébastien, c'est pas le même, oui. Sébastien. Oui, j'ai compris, oui. Et vous allez faire l'émission? Présentement, je serais supposée de faire l'Olympia. J'espère, je me croise les doigts
parce que ça se peut que je fasse l'Olympia, la première partie. De Sébastien? De Patrick Sébastien. Eh ben écoutez, c'est un beau cadeau parce à que Sébastien... pendant un mois. Vous imaginez pas la popularité qu'a Sébastien chez nous en ce moment. J'ai toujours aimé les chanteurs, les chanteuses, mais aussi les humoristes, les comiques. J'ai l'impression qu'avec moi, ils se sentaient à l'aise, comme Guy Bedos, ici, en 1985. T'est-il arrivé d'être attiré physiquement par un homme? Non. Certains disent qu'au début de ta carrière, tu as eu, par amour ou par intérêt, une aventure homosexuelle avec Léon Zitrone. Ces bruits sont-ils sans fondement? Peux-tu nous dire quand tu comptes arrêter de te masturber? Quelle horreur! Quand je sentirai que je deviens sourd. Très bien, voilà. Eh ben il est très bien, Drucker, hein, il s'en est bien sorti. J'ai souvent reçu Guy dans mes émissions. J'aimais bien être avec lui. Avec Coluche aussi. J'aimais beaucoup Coluche. Comme tous les Français. Vous savez sans doute que c'est sur Europe 1 qu'il a lancé l'idée des Restos du Cœur. Quelle idée! Il y a aussi un truc qui commence à m'échauffer sérieusement, c'est qu'on a reçu beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentil, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai eu une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. À la fin de l'année 85, on ne parle plus que de ça. Comme ce 9 novembre où je reçois Enrico Macias. On va tout de même parler de l'initiative de Coluche. Il faut qu'on distribue, dit Coluche, 200 000 repas gratuits par jour aux pauvres, à ceux qui sont en fin de droit. Je crois que c'est une très bonne idée et qui est en train de faire son chemin. Coluche déclare aux Parisiens, il n'y a pas que l'Éthiopie, c'est vrai d'ailleurs, il y a l'Éthiopie, mais il y a autre chose également. Alors voilà, pendant les mois d'hiver, à partir du 21 décembre, on pourra servir gratuitement 200 000 repas par jour dans toute la France pendant les mois d'hiver pour ceux qui sont au chômage, qui sont en fin de droit. Et si vous voulez avoir tous les renseignements, vous appelez bien sûr Europe 1. Chèque à l'ordre de Coluche, les restaurants du cœur. C'est pas une plaisanterie, c'est une plaisanterie de bon goût, car Coluche sait aussi plaisanter et faire des plaisanteries de bon goût. Et ça, je crois que c'est une initiative intéressante. J'ai un souvenir particulier d'ailleurs, à propos des Restos du Cœur. Jean-Jacques Goldman m'avait appelé. Il voulait que je sois dans le clip des Restos du Cœur, où il y avait également Montand, Nathalie Baye, il y avait Michel Platini et moi-même. Je me souviens de la phrase, il m'avait dit ta phrase à toi, ce sera « J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. » C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien. L'émission Studio 1 va durer jusqu'en 1986. La liste des invités était belle. Nougaro, Jean Carmet, Isabelle Huppert, Pierre Desproges, Daniel Gélin, François Perrier, Dorothée, Jacqueline Maillan, Téléphone, Bernard Pivot ou encore Daniel Balavoine, et j'en passe. Ce que j'aimais par-dessus tout, comme avec Céline Dion, c'est de mettre des jeunes dans la lumière. Moi, j'ai toujours rêvé de passer chez Michel Drucker. Oh, Michel Drucker, pour atteindre le sommet, le voir en fait en vrai. Michel Drucker, oh, Michel Drucker, ma légende, mon destin, vous l'avez dans vos mains. Sur Europe 1, la direction de la station en a même fait un concept. En 2010, la radio me propose les numéros 1 de demain. Bien avant tout le monde, j'ai reçu beaucoup de jeunes, audacieux, aux talents fous, qui ignoraient qu'ils allaient devenir bientôt des vedettes. Philippe Cavrivière, Alex Lutz, Cyril Ferraud, Arnaud de Samer, Kev Adams, Nicolas Bedos ou encore Laurent Lafitte, Julien Bugier ou Mathieu Noël. Les numéros 1 de demain. Michel Drucker. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Michel Drucker. Pour moi et pour nous, l'équipe de numéro 1 de demain, vous êtes un numéro 1 de demain. Comment vous voyez dans quelques années? Parce que j'ai l'impression que ça s'accélère pour vous. J'entends de plus en plus parler de vous. Ça s'accélère et puis après cette émission, tout à l'heure, vous serez mondialement connu. Encore plus, bien sûr. Europe 1 va même profiter de mon goût pour les émissions en public et en province, les délocalisations, pour organiser une grande opération. Devenez chroniqueur sur Europe 1. Cet été, devenez chroniqueur sur Europe 1. Vous rêvez de faire de la radio? Regardez, ça donne pas envie ça, hein? Alors venez nous retrouver, on vient vers vous.
Le lundi 18 juin, nous sommes à Nantes. Le mardi 19 à Lille. Le mercredi 20, nous sommes à Lyon. Et le jeudi 21 à Marseille. Ce rêve devient possible. Voilà. En 2010, nous tournons dans toutes les villes de France avec un bus. Ce bus est doté d'une caméra devant laquelle chacun peut tenter sa chance. Les chroniqueurs en herbe avaient 2 minutes pour déclamer ce qu'ils avaient à dire, en étant si possible drôles et de bonne humeur. De la drôlerie, il y en avait déjà rien qu'en regardant le bus, sur lequel le nom de l'opération était écrit en grandes lettres blanches. Devenez chroniqueur sur Europe 1. Et quand la porte du milieu était ouverte, l'inscription devenez niqueur sur Europe 1. L'année suivante, en 2011, je retrouve une bande, une sacrée bande même, pour une nouvelle émission, Faites entrer l'invité. C'est une page qui se tourne. Quelque part, je pensais avoir tourné toutes les pages de ma carrière qui est déjà longue, et celle-là est une page importante, et je remercierai jamais Denis Oliven, le patron de la maison, et Bruno Gaston, le patron des programmes, sont eux qui ont eu l'idée, qui m'ont dit, voilà, ils m'ont convaincu, il faut que tu sois un jour à l'antenne comme tu es dans la vie avec nous. La machine télé est trop lourde pour être en liberté totale, mais être désinhibé, il n'y a qu'à la radio qu'on peut l'être. Il était temps parce que j'allais pas attendre d'avoir 80 balais pour disjoncter. Donc je disjoncte depuis 1 mois et demi sur l'antenne d'Europe 1 avec une bande de fous. Hein. Donc c'est un beau challenge pour vous, ça, Michel. Vous avez tout le mois d'août pour vous préparer, parce qu'on veut un nouveau Drucker. Quoi. Jérôme, mais c'est quoi un nouveau Drucker? C'est plus de moumoute, on pète de boutons de chemise, on fait sortir les poils, on bombe le torse, un coup d'UV, on signe son contrat, puis ça démarre. Ah oui, ça effectivement, c'est un vrai nouveau Drucker, ça. Dans cette bande de fous, on retrouve Mathieu Noël, Jérôme Commandeur, Camille Chamou, Camille Combal, Willy Revelli, Oldelaf, Malik Bentala, Mathieu Madénian ou encore Faustine Bollard, tous inconnus à l'époque. Et puis Michel, quand je suis arrivée sur le plateau, je me souviens très bien, à la première émission, il m'a dit « Tu seras bonne dans 6 mois. Dans 6 mois, tu seras bonne. » Alors moi, je me suis dit ça va être 6 mois un peu dur quand même, parce que ça veut dire que je vais souffrir chaque semaine. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Au début, j'étais toute griffe sortie, et puis il m'a fait comprendre qu'on pouvait être drôle sans être attaquante, que bienveillant n'était pas un gros mot, qu'on pouvait être piquant piquant en étant gentil, que gentil ne voulait pas dire niais. Il m'a appris à mettre de la rondeur, et il m'a appris plutôt à devenir moi. Je me souviens très bien de l'ambiance. Les chroniqueurs me secouaient avec tendresse. Ils ironisaient sur ma gentillesse légendaire, se moquaient de mes gaffes, caricaturaient mes admirations pour les vedettes de l'ancienne génération, comme Annie Cordy, Michel Galabru, Jean Ferrat, Marcel Amont. Ce mélange détonnant trouvera son public et l'émission sera un succès. Ce matin, c'est quelqu'un qui vient nous voir régulièrement. C'est l'animateur de télé, Jean-Guy Lux, le fils de son père. Bonjour Jean-Guy. Eh bien, salut Coco, salut tout le monde. Et salut ma Julie qui est la muse d'Europe 1, celle qui nous inspire tant par son talent, sa beauté, sa grâce, sa créativité, son charisme, sa ponctualité, sa Twingo, tu mets ce que tu veux, on s'en fout. Alors, chers amis, bienvenue à ce Cadence 3 spécial palmarès des stars, des tubes, du bonheur et des années souvenirs. On accueillera Michel Mouillette. Comment va-t-il? Il vous embrasse. C'est le directeur, hein? Oui, directeur régional de Bison Futé. Ouais. C'est un début de pont, il nous dira si la scie est dégorgée. Mabrouk, la mascotte de 30 millions d'amis, viendra nous faire un Rubik's Cube avec ses coussinets. Marcel Amont et ses rips. Et notre ami Christian Morin viendra nous montrer sa nouvelle clarinette qui donne l'heure et prend la température en même temps. Attention mon Christian à pas te tromper de côté. Mais pour l'heure, retrouvons l'ami François-Xavier de Maison, Michel Drucker, Julie, Faustine Bollard, Walter. C'est plus une émission, c'est la caravane du Cirque Pinder qui a trouvé une roue. À vous Cognac G, à vous les studios. Jérôme, commandeur. Ah Jérôme, qu'est-ce que tu m'as fait rire. À 69 ans, animer une quotidienne en radio, c'est un luxe, mais c'est également un défi physique. Alors je ne boude pas mon plaisir, et je retiens pas mes rires, et je me marre beaucoup. Cette émission, c'est aussi l'occasion pour moi de casser quelque peu mon image. En 2011, sur Europe 1, Jackie Gallois m'avait demandé d'ailleurs ce qui m'avait motivé pour faire cette émission. L'envie de montrer aux gens que je ne suis pas que l'animateur, producteur de télé qui traîne depuis des années cette image qui me va très bien. Le gendre idéal, toujours bienveillant, jamais un mot plus haut que l'autre. Alors que moi, j'adore l'irrévérence, j'adore l'impertinence, je n'aime pas la méchanceté, mais j'aime la dérision et l'autodérision que je pratique comme un sport quotidien. Michel, n'y a-t-il pas un risque? C'est votre public qui vous suit depuis des années, justement, qui a cette image du
de l'homme parfait, l'animateur gentil et tout. Est-ce qu'il a pas, vous n'avez pas peur de le déranger un petit peu? Non, je crois pas, parce que les jeunes qui sont autour de moi sont des jeunes que le public commence à connaître, que j'ai connus sur l'antenne d'Europe 1. Au fil des sketchs et des chroniques, il m'a fallu tout de même envoyer beaucoup de bouquets de fleurs, à Amanda Lear souvent, présenter des excuses au maire de Biarritz quand une chroniqueuse se met à lancer quelque chose du genre dites-moi, monsieur le maire, hors saison, on doit quand même s'emmerder ici, non? Quoi qu'il en soit, la bande est joyeuse, on se marre bien, y compris hors studio. Un jour, lorsque nous partons en train à Avignon pour une délocalisation en direct, deux de mes chroniqueurs, Mathieu Madénian et Willy Revelli, piratent le combiné du contrôleur SNCF, et voilà ce que ça a donné. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc bien à Lyon-Pardieu à 18h30. Voilà, pas de retard, c'est plutôt cool. Pour les personnes intéressées, Michel Drucker, l'animateur célèbre de France Télévisions, sera en dédicace jusqu'à 18h30, voiture 1, place 31. C'est ça. Donc il vous attend, allez-y. Il vous attend, il est très heureux. Je vous passe Willy tout de suite. Et nous signalons également que voiture 1, Camille Chamou attend tous les hommes qui veulent bien lui passer dessus. Camille Chamou, voiture 1. Merci. Pour la dernière de l'émission, le 21 juin 2013, Mathieu Noël a même osé faire un sketch sur ma mort à l'âge de 150 ans. Ce jour-là, j'étais effectivement mort, mais de rire. Mesdames et messieurs, nous sommes le 23 juin 2097. À l'aube de ses 153 ans, Michel Drucker le sait, il est à un tournant de sa carrière. Je le sais, je le sens. Il le sent. Le décès tragique de Jean-Pierre Elkabbach l'année d'avant, victime d'une fausse route de pois chiches alors qu'il dînait à la Mamounia. So long, Jean-Pierre. So long. Rest in peace. Ce décès laisse le champ libre à Michel pour décrocher enfin l'interview politique dont il rêve depuis maintenant 135 ans. Nana Mouskouri est de retour. Toujours avec Nana Mouskouri, empaillée certes, mais Nana Mouskouri quand même. Elle est là, sur le canapé. Bref, ce 543e numéro de Vivement Dimanche spécial d'Anna Mouskouri and Friends ou ce qu'il en reste aurait pu être une émission comme les autres, seulement voilà, c'est ce soir-là que tout a basculé. Le cœur de Michel a lâché. Il a basculé sur le canapé rouge, les yeux révulsés. Dans un mouvement réflexe, il a serré contre son cœur le dernier album de Lynn Renaud. Ce jour-là, nous sommes à la fête du casse-croûte à Salers, mais oui, dans le Cantal. C'est là que j'ai terminé ma magnifique aventure avec Europe 1, entouré de tous mes chroniqueurs. Et j'étais très ému. Je voudrais remercier nos patrons et dire qu'Europe continue. Évidemment, il y a une nouvelle grille, comme l'on dit dans notre jargon. Merci aux équipes techniques d'Europe 1. Je remercie Vanessa Za, Sébastien Bordenave à la production, Philippe Amardaï à la réalisation. Merci à Isia, ma chienne, qui n'a pas pu venir. Merci à tous les chroniqueurs. Julie sera là, bien sûr. Oui, Julie. Il y a beaucoup de nouveautés. Je souhaite bonne chance à Cyril Hanouna. Merci, Michel. Merci Laurent Cabrol. Merci. Michel. Merci, Michel. Merci Jean-Luc Petit-Renaud. Merci Salers, je vous embrasse. Michel, je vous retrouverai bien sûr à la télé à la rentrée. Et qui sait, à la radio l'année prochaine. Au revoir. J'ai quitté Europe 1 en souhaitant bonne chance à ceux qui allaient me succéder. Mais la bienveillance, le fair play, c'est peut-être une des clés d'ailleurs de ma réussite et de ma longévité dans ce métier. Vous venez d'écouter un épisode de la série Destins extraordinaires consacrée à Michel Drucker. À retrouver aussi sur le site et l'application Europe 1, ainsi que sur toutes vos plateformes d'écoute. Destins extraordinaires, Michel Drucker. Épisode 4. 60 ans de gentillesse dans un monde de brutes. Ah, ce générique. Qu'est-ce qu'on m'en parle encore plus de 40 ans après. Alors, il a une histoire, ce générique. Moi, j'étais assez copain avec Claude François et copain avec tous ceux qui travaillaient pour lui. Et surtout, je connaissais bien Jean-Claude Petit, grand arrangeur, qui a fait des musiques de films d'ailleurs, et Jean-Pierre Bourter. Et ils viennent à la maison un jour où il y a un piano. Et je leur dis, voilà, je vais faire une émission qui s'appelle Champs-Élysées. Je voudrais un générique. Trouvez-moi une idée de Champs-Élysées. Et là, je me souviens, c'est Bourter qui se met au piano, et ça donne ça. Ils étaient très inspirés. Ils venaient d'écrire pour Claude François Alexandre et Alexandra et Magnolia's Forever, qui sont les deux derniers tubes de Claude François. Voilà comment est né Champs-Élysées, qui est joué encore tous les week-ends, un petit peu partout, dans les salles de spectacle, dans les bals, dans les mariages, dans les fêtes. Et c'est un générique qui me colle à la peau.
Antenne 2, 16 janvier 1982, c'est la première de Champs-Élysées. Ce soir-là, pour cette première de Champs-Élysées, il est 20h45, en direct, c'est Michel Sardou qui est l'invité d'honneur. La divine Ornella Muti est également présente. Nous sommes en direct intégral. Seul le chanteur Sting et son groupe Police ont enregistré la veille leur performance scénique. Les premières sont difficiles, le plateau n'est pas éclairé. Je suis dans le noir, on voit à peine le décor qui m'entoure. Drôle d'ambiance pour une émission qui se veut divertissante, et du samedi soir. Combien de fois j'ai dû me bagarrer avec le directeur de la photo pour le supplier de me faire une lumière claire. Je veux de la gaieté, je veux que l'émission soit comme une bouteille de champagne, pétillante. Dès mars 82, il y aura plus de lumière, les paillettes seront là, l'émission durera jusqu'en juin 1990. Rarement une émission de variété aura proposé un tel grand écart. La programmation est aussi diverse que variée. C'est peut-être la raison du succès pour cette grand-messe du samedi soir. Même si ma mère n'a pas toujours apprécié, comme ce samedi soir où j'ai reçu Pierre Desproges et les nuls. Ce qu'ils ont sorti à l'époque, ma mère regardait l'émission, elle était effrayée. Un jour, je suis rentré, après le passage des nuls et des proches, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé sur le répondeur de ma mère, à 22h, en plein milieu d'émission, arrête ça tout de suite. Ce que les nuls balançaient à l'époque, c'était absolument incroyable ce qu'ils balançaient. La fausse pub, c'était ça. Un couple s'accoupler, gémir, et avec une voix et un sous-titre, le bonheur, c'est ça comme un coup de pine. Tout ça devant 8 millions de gens. C'est ce soir-là que Pierre Desproges accueille les invités à ma place, en lançant quelques vannes qui sont restées dans toutes les mémoires. Le coup de peau, c'est que j'ai ses fiches, moi je sais même pas qui arrive. Ça c'est Sheila qui arrive, avec son nouveau look. Avec son nouveau look. Oh, Fugain. Oh, je peux pas le blairer. Je peux pas blairer Fugain. Oh, Michel! Salut! Après, il y a Gainsbourg qui devrait arriver. Gainsbourg, oh là là, le seul génie qui ressemble à une poubelle. Oh, il a pas bu que de l'eau, Gainsbourg. Et tout était comme ça, vous imaginez. Tiens, puisque je parle de Gainsbourg, l'une des séquences cultes de l'émission, elle a fait le tour du monde, cette séquence. C'est la sortie de route de Serge Gainsbourg en présence de la chanteuse américaine Whitney Houston. Lui qui avait l'image d'un gars pas bien rasé, avec la cigarette et pas très net, il a fait une pub pour un smoking. Donc je lui dis, tu viens avec ce smoking, tu fumes pas, tu dis pas de gros mots, et tu bois pas. 10 minutes avant l'émission, il avait tenu, il était 22h, il s'était vachement bien tenu. Et puis là, la connerie, quoi. On était sur le canapé, au coin jardin, Whitney Houston chante, et je devais pas la rejoindre. Je disais, Whitney Houston, thanks for coming, on était content de vous accueillir, bravo, bravo. Et là, pendant qu'elle chante, elle est de profil, Serge commence à déconner, et il me dit, dis donc, comment elle est balancée, la nana, elle est canon. Et au moment où je me lève du canapé, il me dit, tu me la présentes. Et là, ça a donné, I like to fuck you, etc. Une horreur absolue. C'est la première fois que j'ai vu une chanteuse black devenir grise. Plus de nouvelles. La presse internationale, aux États-Unis, ça fait l'œil de tous les journaux. À l'époque, Internet n'existe pas. Les téléspectateurs mécontents n'avaient qu'une solution, appeler le standard. Je peux vous certifier qu'il a explosé plusieurs fois. L'émission atteint un très grand succès, de nombreux artistes français et étrangers y venaient régulièrement. C'est là que les Français ont découvert par exemple pour la première fois le clip de Michael Jackson, Thriller, que nous avions diffusé en intégralité en décembre 1982. Quand l'émission est revenue pour quelques numéros en 2010, j'ai eu l'impression que certains jeunes artistes étaient très émus d'être là, comme Grand Corps Malade, qui avait chanté avec Charles Aznavour. Là, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans la télé, quoi. J'ai grandi avec Champs-Élysées, ça a bercé mon enfance, ce générique, ces images, la grand-messe du samedi soir. Je rentre dans l'institution. Mais le premier à avoir voulu en être, c'est Patrick Bruel, qui a toujours souhaité ce comeback. Parce que l'émotion qu'on ressentait à cette époque-là, c'était l'adrénaline et la puissance émotionnelle de venir dans la plus grande émission de variété de la télévision. Donc aujourd'hui, d'entendre le générique de Champs-Élysées va forcément provoquer une émotion à tous ceux qui ont aimé cette émission, qui l'ont suivie, à tous les amoureux de la chanson française. On m'a souvent parlé de ma longévité. Elle vous étonne peut-être, moi aussi elle m'étonne. Mon objectif a souvent été de durer, et donc de m'économiser. Pourtant, parmi mes copains, certains étaient plutôt prédisposés à faire la fête tous les soirs, à se coucher très tard. Ils n'avaient pas la même hygiène de vie que moi. C'est le cas de Gainsbourg, ou même de Claude, François. La mort de ce dernier en mars 1978 nous avait tous bouleversés. Ce jour-là, je devais faire une émission avec lui. Je l'attendais, au but de Chaumont.
Oui, on l'attend depuis déjà 2 heures parce que Claude François avait toujours 2 heures de retard, donc on lui mentait sur le conducteur. Mais Claudette était là, on attendait, on faisait une grosse émission avec lui. Françoise Coquet, la productrice, a appelé. Thérèse Perrin, son attachée de presse, a dit, écoute, ça fait 1 heure, il faudrait qu'il arrive. Et il prend son bain, il arrive. La suite, vous connaissez, et 2 heures après, en moto, je suis arrivé dans sa chambre. J'ai dit, il va se réveiller, quoi. J'ai pas cru longtemps. Je dis, c'est pas possible, il a eu un malaise. On meurt pas dans son bain. C'est très étrange, cette histoire, mais quelle idée. Si celui que je pense à elle, dans un grand champ de magnolia, et que si toutes les fleurs sont belles, je me bouge souvent les doigts. Un jour, Claude François et Serge Gainsbourg avaient vraiment tenté de m'embarquer dans leur délire nocturne, mais sans réussite. Arrête un peu de rentrer à 10h du soir, quand même, t'as 25 ans. Allez, viens avec nous, on va chez Régine. Alors, Régine, c'était le temple de la nuit. Et moi, j'arrive chez Régine à 9h15. Il y avait personne. Je dis, c'est fermé. Ah bah oui, c'est fermé, mais ça ouvre à quelle heure? Ah bah vers minuit. Oh, minuit, c'est beaucoup trop tard. Et alors, finalement, j'ai attendu. Claude et Gainsbourg sont arrivés à 23h30. Je suis arrivé et j'étais à peine assis chez Régine. Claude alors, était content de me présenter des mannequins de 2 mètres de haut. Gainsbourg, n'en parlons même pas. Et puis, au bout d'1 heure, je me disais, il y a un courant d'air, là. La climatisation, mon père m'a dit, va pas dans les boîtes, on attrape une pneumonie. Et 1 heure après, dès que j'ai commencé à être en âge, je suis rentré et je suis allé prendre une verveine chez moi. Des tentations, bien sûr, il y en a eu. Des invitations aux excès aussi. Avec Johnny notamment, qui a voulu que je le fasse arriver au Stade de France, pour son premier Stade de France en hélicoptère. Il gambergeait, il savait que j'avais mon diplôme de pilote d'hélico et que j'étais fasciné par cet univers-là. Donc il m'appelle à 4h du matin. C'est Johnny Hallyday, comme s'il y en avait 2. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as vu le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola où ils attaquaient le Vietnam à 4 hélicoptères? Donc écoute bien Michel, tu m'entends? Moi endormi complètement. Alors pour mon Stade de France du 6 septembre, on va arriver à 4 hélicos, tu seras un des copilotes. On va arriver en formation comme dans Apocalypse Now. Et tu vas me larguer sur la full, bonne nuit. Tous les 15 jours, à 4h du matin toujours, parce que jet lag, tu connaissais pas. Michel, c'est Johnny Hallyday. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, je dors. Mais tu dors tout le temps? J'ai dit, Johnny, il est 4h du matin. Ils sont prêts les hélicos? Je dis, mais Johnny, tu penses pas, on n'a pas le droit. Sauf si c'est le SAMU. Ben, on arrive avec 4 hélicos du SAMU. Il m'a fait chier sans arrêt. Bref, je vous la fais courte. 6 septembre, 20h30, jour J, leur H. Et on est à 5 minutes de son entrée en scène au Stade de France. Et là, dans un vacarme épouvantable, j'ouvre la porte à glissière pour montrer qu'on est au-dessus de la Défense, qui est une scène incroyable. Il s'approche de moi. Dans l'écouteur, il me dit « Arrête ça tout de suite, j'ai le vertige. » Je dis « Mais Johnny, ça fait 6 mois que tu me gonfles. On y est. Ouais, mais j'ai le vertige. Et si tu te poses pas, je crois que je vais gerber sur la Défense. » On l'a fait. Il a réussi un truc incroyable. Avec le copilote, on fonce reposer l'hélico. À toute vitesse, on va assister à la fin du concert pour le féliciter. Il sort de scène, vidé, crevé, mais content. Je dis, Johnny, on l'a fait l'hélico, hein? C'est ce qu'il me dit. Pourquoi t'as eu peur? Johnny est né 1 an après moi. Il a toujours été étonné par ma bonne forme physique. Alors je lui dis, mais écoute Johnny, tu sais bien, on se connaît depuis l'âge de 18 ans. Je fume pas, je bois pas. Je dors, je sors pas la nuit. J'ai la même femme, il la connaît bien d'ailleurs, il la connaît depuis 45 ans, et là il terminait toujours par « Quelle vie de con !» Johnny voulait être l'idole des jeunes. Moi je voulais être l'idole des vieux. Comme Jean Cocteau, j'aime pas beaucoup les modes. Cocteau qui disait « J'aime pas les modes parce qu'elles meurent jeunes. Et quand on court après la mode, on ne la rattrape jamais. Moi j'aime les choses qui durent. » En 1990, j'invite à déjeuner mon patron de l'époque, Philippe Guillaume, qui n'est plus là. Mon contrat avec Champs-Élysées se termine. Et comme toujours au mois de mai-juin, je lui demande qu'est-ce qu'on fait à la rentrée. Ça marchait très fort pour rassurer mes équipes. Je l'invite à déjeuner chez moi. Ma femme n'assiste pas au déjeuner. Elle viendra pour prendre le café seulement. Et à la fin du déjeuner, elle entrouvre la porte de la cuisine avec des cafés et elle entend cette phrase. Écoutez Michel, je vais être très franc avec vous. La télé de demain ne passera pas par vous. Ou alors il faudra vous relooker. Vous êtes un peu démodé. Ma femme entend ça. Je suis la femme du has-been. Vous voulez du sucre dans votre café? Voilà comment s'est terminée ma collaboration avec la chaîne à l'époque. Et c'était une douche froide. Je suis blême. Je viens d'apprendre en 30 secondes que je suis viré et que cette émission, qui est une émission culte, va s'arrêter. Je suis KO debout. Je dois aller prendre un avion et rejoindre Gérard Depardieu à Roissy, car on va tourner un des derniers Champs-Élysées
à New York, où Gérard Depardieu va repérer son premier film américain qui s'appelle Green Card de Peter Weir. J'arrive à Roissy et je tombe chez Gérard Depardieu qui me voit déconfit. Qu'est-ce que t'es tout pâle, t'as une tête de lavabo. Je dis, écoute, Gérard, voilà, il y a un gars qui vient de me dire que je t'ai démodé. Quoi, t'as pas fait un coup de boule à s'enculer? Non, Gérard, c'est le patron. Et Gérard Depardieu, en arrivant aux États-Unis, c'est une anecdote que j'ai rarement racontée. Il connaissait bien Francis Bouygues, qui commençait à produire des films. Il était en affaire avec Gérard Depardieu. Et il a appelé, par l'intermédiaire d'une collaboratrice de Francis Bouygues. Il dit, voilà, c'est Gérard Depardieu. Je suis à New York. Avec le pied de Drucker, il va pas bien, il est tout pâle, il va pas bien, Drucker. Est-ce que ça servait à quelque chose? J'en sais rien. En tout cas, ça m'a pas nui. Et j'ai été engagé dans le mois qui suivait à TF1. Je sais pas si Gérard s'en souvient, mais il a quand même décroché le téléphone. Et j'en suis très reconnaissant. J'ai toujours eu peur depuis que Philippe Guillaume, paix à son âme, m'avait dit à 47 ans que la télé de demain passerait pas par moi, ni par Pivot, ni par Martin. Comme j'étais pas encore un vieillard, je me suis dit, oh là là. Il m'a dit qu'il fallait me relooker. Donc je suis allé me faire relooker sur TF1. J'ai choisi un métier compliqué. C'est un métier où on est observé à la loupe. Ce métier a tellement changé. On est surveillé en permanence par les téléspectateurs, avec la télécommande, l'audimat, les médias planeurs, la presse, la ménagère de moins de 50 ans qu'on appelle maintenant la responsable des achats. On passe un peu un examen à chaque émission. Je suis allé me faire relooker sur TF1, mais avant de partir, j'ai quand même téléphoné à Philippe Guillaume, qui m'avait donc lourdé. Et j'ai dit, Monsieur le Président, vous êtes où? Il était 20h. Vous êtes où? Je suis dans mon bureau. Regardez le journal télévisé, regardez TF1. Ça va vous intéresser. Étienne Moujotte et Patrick Lelay, qui en titre, il dit voilà, une nouvelle qui devrait faire plaisir aux téléspectateurs. Michel Drucker arrive sur TF1. Et c'est comme ça que le patron a appris que je quittais Antenne 2. Star 90 va durer 5 ans. L'expérience TF1 ne sera pas douloureuse. Je suis en confiance avec Patrick Lelay, je vous ai raconté l'anecdote qui me lie à lui. Il a quand même eu quelques moments difficiles, notamment quand j'ai reçu mon idole et mon ami Jean Ferrat. Il était beaucoup blacklisté, hein. C'était considéré comme le gaucho de service. J'essaie de lui consacrer toute une soirée à Jean. Et il y avait une chanson qui s'appelait À la Une, où il se payait TF1. Le refrain, c'était « Chaque soir, après la roue de la fortune, un paf obscène est à la une ». Et j'ai dit, je peux pas, moi, passer ça sans prévenir par correction les patrons de la chaîne. C'était Étienne Moujotte et Patrick Lelay. Donc je vais dans le bureau de Moujotte, j'ai dit tiens écoute ça, tu te fous de ma gueule? Je dis c'est Ferrat. Il me dit va voir Lelay, va voir au-dessus. J'ai dit à Lelay que je connaissais bien. Il me dit Michel, tu vas passer ça? Je dis oui, c'est Ferrat. Finalement, il décide de le passer. Et on me dit rendez-vous à l'audimat quand ça passera. Et donc j'appelle. J'ai dit est-ce comment on a fait le score moyen? Ça s'est plutôt pas mal passé. Je dis combien on a fait? 35, 36, c'est le score moyen de la chaîne. Non, t'as fait un peu plus. Ça fait 45, c'est le record absolu. Eh bien, ils s'en sont félicités en disant... t'as vu, hein, on a bien fait. Je finirai par revenir sur le service public avec Studio Gabriel sur France 2 en 1994. Une quotidienne sur la deuxième chaîne qui, depuis mon départ, est devenue France 2. Cette émission va avoir débuté Laurence Ferrari qui faisait à l'époque la médecine sur Europe, Laurent Gérard, Benjamin Castaldi, David Martin ou encore Olivier Ménard. Depuis qu'on m'a qualifié d'homme du passé en 1990, j'ai quand même changé, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pris conscience de la fragilité de ce métier. Après Studio Gabriel, l'aventure continuera avec Vivement Dimanche, une autre émission de bande. Ah, j'en ai reçu des vedettes sur ce canapé rouge de Vivement Dimanche. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Mireille Darc, Mireille Mathieu, mais aussi Omar Sy, Maître Gims. Alors le canapé rouge, c'est simple comme idée. J'avais demandé à ma fille, décoratrice, Stéphanie Jarre, qui avait fait tous mes décors de Champs-Élysées pendant près de 20 ans, d'imaginer une émission de dimanche après-midi où les gens prennent le café, ils sont encore à table, faire oublier l'empire, le gigantesque empire de Jacques Martin et de l'école des fans. Et je lui avais dit, trouve-moi quelque chose de tout ça. Elle m'a dit, écoute, je vais trouver quelque chose que les Français connaissent bien. Tous les Français ont un canapé plus ou moins grand dans leur petit salon où ils prennent le café le dimanche. On va faire un canapé rouge. Elle m'a dessiné ce canapé rouge et jamais j'aurais imaginé que ce canapé serait non seulement la marque de l'émission, mais culte, c'est-à-dire le canapé rouge, c'est-à-dire que Vivement Dimanche, c'est le canapé rouge. Et donc, ce canapé, il est le même depuis le début. On a changé 2 ou 3 fois le tissu, mais c'est le même.
et avec le code couleur des carrés blancs et rouges. Le code couleur de Vivement Dimanche, c'était rouge et blanc. Le jour où Maître Gims s'est vu pour la première fois, ou Omar Sy, ils sont adressés à leur famille, souvent leur famille qui était en Afrique, en disant, regarde, maman, regarde, j'y suis sur le canapé rouge. C'est devenu un passage obligé et incontournable. Et ce canapé rouge, c'est notre image de marque. À quoi ça tient, un canapé? C'est tout simple pourtant. Il y a des artistes avec qui j'ai été fidèle tout au long de mon parcours. Ils l'ont été également. Avec Johnny ou Jean-Paul Belmondo ou même Delon, on s'est accompagnés tout au long de notre carrière. On m'a longtemps collé l'image d'un homme consensuel, convivial, sans ennemis. On me demande souvent si j'ai été jaloux du succès des autres, si j'ai eu des problèmes relationnels avec d'autres personnes du PAF, du paysage audiovisuel français. Je me souviens un jour où Jean-Pierre Elkabbach m'avait demandé si j'étais fidèle en amitié. Vous leur êtes fidèle, est-ce qu'ils le sont avec vous? Oui, certains le sont, d'autres pas. Mais l'ingratitude fait partie de ce métier. Dans Monstre Sacré, il y a monstre. Il faut pas croire que j'aime tout le monde, hein. Marion Ruggieri, elle aussi, avait essayé de m'entraîner sur ce sujet en 2012. Alors, cher Michel, on vous reproche souvent votre gentillesse et votre bonne éducation. Est-ce que vous pourriez nous dire, là, tout de suite, du mal de quelqu'un? Du mal de quelqu'un? Oui. De moi. Oh Non, du mal de quelqu'un... Il y a trois catégories de gens dans ce métier. Il y a des gens qui ont du talent et qui sont humainement peu fréquentables. Il y a des gens qui se prennent pas ni pour Aragon, ni pour Ferré, ni pour Ferrat, ni pour Brel. C'est le gros de la troupe qui sont gentils, qui la ramènent pas. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ce sont des gens populaires au bon sens du terme. Il y a ceux qui n'ont aucun talent et que je n'aimerais pas connaître parce qu'humainement, ils sont méprisables. Ceux-là, on n'en parle même pas. Et puis, il y a un club très fermé, des gens qui ont vraiment du talent et qui sont humainement très bien. Ceux-là, on les compte sur les doigts des deux mains. Jean-Pierre Elkabbach s'est toujours demandé qui j'étais vraiment. Drucker, le gendre idéal. Est-ce que Drucker, c'est un vrai gentil et un faux méchant? Ou bien un faux gentil et un vrai méchant? J'ai fini par grandir. Je connais les fausses valeurs de ce métier, les impostures, les faux hommes de gauche. Je sais pas si j'ai bon goût, mais j'ai le dégoût très sûr. Il m'est même arrivé de me fâcher. Il y a des gens célèbres, qui soient hommes politiques, chanteurs, acteurs, stars de télé, que j'aurais préféré ne pas connaître. Ne pas les connaître parce qu'ils correspondaient pas à l'image que j'avais d'eux. Je voudrais simplement qu'on sache que je suis pas dupe. Je suis gentil, je suis bienveillant, parce que c'est ma nature, mais je suis pas con. Quand je veux être agressif, ironique, je me plante. C'est pas ma nature. Mais je sais quand même m'énerver quand il faut, hein. De temps en temps, je tends l'oreille, puis j'attends ce que les maquilleuses, les coiffeurs, les techniciens, mes copains toujours me disent. Les murs ont des oreilles. Donc voilà, quand on vient faire mes émissions, ou d'autres émissions, la moindre des choses, c'est qu'on en dise bien quand on sort du studio. Et il y a des et qu'on gens ne qui revienne pas si on n'a pas aimé. Vous les réinvitez, ces gens-là qui parfois disent du mal de vous dans votre dos? Non, mais parce que je veux pas nuire à leur spectacle. Donc vous les réinvitez quand même? Oui, mais bien sûr, je fais mon job, mais on peut pas aimer tout le monde dans ce métier. Mais il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime beaucoup, mais de toute façon, je ne veux pas que ça se voit à l'antenne, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des comédiens avec eux, ils créent des emplois, il y a des techniciens, ils sont pas tout seuls sur scène. Je vais pas moi censurer un mec parce que je peux pas le blairer, alors qu'il a du talent et qu'il a besoin de faire tourner une pièce ou un spectacle. Mais globalement, vous ne trouvez pas, vous objectivement, après ces années, après ces expériences, que ce métier qui fait rêver autant de gens, finalement, est plein de stars ou de personnes qui sont décevantes? C'est un métier qui est devenu cruel. Mais si vous voyez la série 10% dont vous avez parlé, tout à fait. Ils sont en dessous de la vérité. Quand on fait de la radio et de la télé depuis tant d'années, il faut être costaud dans sa tête. Fort, très fort. On pédale sans arrêt. On a un moteur, et le mien c'est un diesel fait pour les longues distances. Moi je suis un marathonien, et quand le moteur ralentit, j'ai peur qu'il s'arrête et qu'il ne reparte pas. Quel est le secret de ma longévité? Comment j'ai pu construire un environnement protecteur sans lequel je n'aurais pas pu être au sommet pendant si longtemps, 60 ans. Vous imaginez, 60 ans. Comment j'ai appris à gérer mon hypocondrie? C'est ce que je vous propose de voir dans la dernière partie, durant laquelle vous allez peut-être découvrir des pans de ma personnalité que vous ne soupçonnez peut-être pas. Retrouvez dès à présent tous les épisodes de la série Destins extraordinaires consacrée à Michel Drucker sur l'application et le site Europe 1, ainsi que sur toutes vos plateformes d'écoute. Destins extraordinaires, Michel Drucker. Épisode 5. Le combat de trop. Je ne veux pas disputer le combat de trop. Parce que j'ai plus 20 ans et parce que je voudrais
partir au top et pas partir trop fatigué. C'est pour ça que je me dis de temps en temps, faut peut-être se poser quitte à revenir. Ouais, c'est vrai, j'aime pas beaucoup le mot retraite. Je l'ai toujours dit. Moi, je veux mourir en bonne santé, mais pas dans mon lit. Moi, si je meurs un jour, je veux mourir dans ma loge après une émission réussie. Et là, je pourrais faire ma crise cardiaque. Mais il est hors de question que je m'arrête. Le mot retraite est un mot terrifiant. Je suis de tout cœur avec vous. Je ne vous entends pas du tout. Encore une fois. Léon! Léon! Dilux, malgré toute l'amitié que je vous porte, je ne vous entends pas. Allez, il va faire son discours et son numéro. Je crois que nous en faisons trop. Je me souviens de Léon Zitrone à la fin de sa vie. Il animait Intervillage, des ersatz d'Interville qui n'étaient pas diffusés à la télé, mais qui étaient correctement rémunérés. Ça ressemblait à de grosses kermesses. Léon était en nage, s'épongeant le fond avec son mouchoir. Il était triste. Il disputait ses derniers combats. Dans nos métiers, il y a 2 morts. La première mort, c'est l'oubli. Et la deuxième, c'est la retraite. Comme le cycliste qui tombe s'il s'arrête de pédaler, je veux toujours être en mouvement. Durant l'année, je suis pris par mes émissions, par mon spectacle, l'écriture d'un livre, des signatures dans les salons du livre, dans les régions, la radio, les interviews. Mais il y a une période que je redoute par-dessus tout, c'est l'été. Juin, juillet, août. Une période où le téléphone sonne moins. Quand le moteur ralentit, j'ai peur qu'il s'arrête et qu'il reparte pas. Ce qui fait que dès que les vacances arrivent, je dis qu'est-ce que je vais faire? Je travaille, je monte sur mon vélo, je pilote, je nage, je téléphone, je m'agite, tout le temps. Non, je suis un obsessionnel du travail, je suis un workaholic. La métaphore du cycliste obligé de pédaler pour ne pas tomber me va parfaitement. Déjà parce que je fais souvent du vélo, c'est un de mes sports préférés. C'est un sport très difficile, il faut être dur au mal. Il faut aimer souffrir. C'est un sport très exigeant, le vélo. Eddy Merckx maintenant, seul sur la piste, Zotomel n'est pas encore rentré. Un public qui lui réserve un accueil délirant et Zotomel qui est son maillot blanc, qui garde Eddy Merckx en point de mire en train de se battre pour la 2e place alors que l'on le sait déjà, Van Impe n'arrivera pas tout de suite à la piste municipale. Eddy Merckx ne se relève pas, il tient à se présenter au public dans le meilleur de sa condition physique. Ah, l'ambiance du Tour, la caravane, toutes ces voitures, ces klaxons et la foule. Le Tour est vraiment l'épreuve qui m'a procuré le plus d'émotions. Alors le vélo, je l'ai découvert avec Robert Chapat, j'ai suivi 2 Tours de France et j'ai suivi les 2 gagnés par Greg LeMond. J'ai découvert le vélo de l'intérieur, de la voiture de Dr Porte qui était le médecin, et c'est là où j'ai découvert ce que c'était vraiment le cyclisme. Qui n'a jamais descendu un col en voiture ou en moto derrière un type qui descend à 100 km/h ne sait pas ce que c'est que d'avoir peur sur un vélo. Greg LeMond qui n'a jamais perdu contre la montre face à Laurent Fignon. Attention, 27-40, 27-42. Il faut que Laurent passe, j'ai à mon chronomètre 2-48, 2-49, 2-50, c'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. C'est terminé. Greg LeMond a gagné le Tour de France. Voilà Laurent Fignon qui passe. Attention, tape. 2,58 pour 8 secondes. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Dans la dernière étape, jamais de ma vie je n'oublierai ce moment. Je m'en souviens comme si c'était hier de cette arrivée dramatique, commentée par Jean-René Godard. J'aime tous les champions, même Armstrong. Je sais que le dopage détruit. Le risque est énorme. Mais c'est pas un bon exemple pour les jeunes qui veulent faire du sport. Dans les années 60, Guy Béard voulait rencontrer son idole, le grand Jacques Anquetil. Grâce à Robert Chapat, Monsieur Sport, figure emblématique de Stade 2, il a pu enfin déjeuner avec son idole. Et à la fin du déjeuner, le chanteur lui pose une question surprenante. « Est-ce que vous vous dopez, Monsieur Anquetil ?» Répond Anquetil. « Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'on peut faire tout ça au site bouché et à l'eau minérale ?» Je ne suis pas hypocrite, mon père m'a fait comme ça, je ne suis pas hypocrite, donc je me suis dopé. Mais je me suis dopé en connaissance de cause, c'est-à-dire intelligemment en quelque sorte. Mais non, disons les choses telles qu'elles sont. Justement, on parle toujours à côté du problème. Oui, tous les sportifs se dopent. Et il n'y a pas que les sportifs qui se dopent. Il y a des musiciens, il y a des avocats, il y a des chirurgiens. Cette rencontre donnera à Guy Béard l'idée d'écrire une chanson où il est question du Tour de France, La Vérité. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité. Il doit être exécuté. Le vélo a eu une importance capitale dans ma vie, mais pas seulement comme spectateur. Si je suis vivant, parce que j'ai eu 2 graves pépins de santé au cours des dernières années, c'est grâce au vélo. J'ai fait beaucoup de vélo à mon rythme. J'ai quand même fait le Ventoux, j'ai fait 3 fois le Ventoux, j'ai fait le Mont-Saint-Michel Paris pour le Téléthon. Non, j'ai fait beaucoup de vélo. Je faisais 3000 km par an.
J'ai terminé avec un vélo électrique. Pour l'instant, ça m'a interdit parce qu'avec ce que j'ai eu, si je tombe avec des anticoagulants, je ferai une hémorragie interne. Mais j'ai pas dit mon dernier mot et je pédale chez moi. Je fais entre 10 et 15 km tous les jours. Et oui, le vélo est un des secrets de ma forme. Mais mon socle, ma base, c'est Dany, mon épouse, qui va mettre fin prématurément à sa carrière. Elle a 28 ans pour se consacrer à la mienne. Voici des fleurs artificielles. Elles sont très belles. Elles touchent au cœur. Et quelques mots, quelques tendresses à votre adresse, signé Pierrot. La, 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 la. On dit oh il est gentil. Non, c'est quelqu'un de bienveillant. Même ceux qu'il n'aime pas forcément, il est étourdi. Un jour nous nous trouvions boulevard Saint-Germain et il conduisait. Il se tourne vers moi, il me regarde et il me dit je t'aime. Et en même temps qu'il me dit ça, il tourne à gauche. Résultat, une voiture nous est rentrée dedans. Et voilà, ça c'est Michel. Ma femme n'a jamais raté une seule de mes émissions. Il faut dire que quand je rentre à la maison, je l'interroge pour savoir si elle a bien regardé. Si elle répond à côté, je sais qu'elle m'a menti. Dany était déjà actrice quand je suis rentré à l'ORTF. J'ai rencontré dans une avenue du 7e arrondissement de Paris, tout près de la rue Cognac-G, un arrondissement qui m'a porté bonheur. Ça s'est fait naturellement, c'était avenue Bosquet, je travaillais rue Cognac-G en plus, et puis j'avais inconsciemment besoin de ça tout de suite. J'ai senti que j'avais 29 ans et qu'il fallait que je fonde une famille et que je réussisse ça. Je sortais d'une enfance compliquée, j'ai écrit là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mes parents, c'était un couple difficile, ça n'a pas été une grande réussite, un couple sonore d'Europe centrale avec l'affectivité slave, et j'ai entendu la discorde de toute mon enfance. Donc je me suis dit, je vais moi fonder une famille et je vais réussir ça. Je voulais absolument. Et c'est arrivé à un moment de ma vie extrêmement important. Et si je n'avais pas rencontré Dany à ce moment-là et Stéphanie, je n'aurais pas eu cet équilibre qui a fait que j'ai construit une carrière, car je voulais moi construire une carrière. C'est Claude François qui m'a présenté Dany. On s'est marié à Las Vegas en 72, un peu sur un coup de tête. La chambre d'hôtel était pas libre, alors j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire? On va se marier. Pendant plusieurs mois, j'ai dû cacher cette union à ma mère. Elle a découvert 1 an après. Oh quel garçon particulier, oh quel garçon particulier, très particulier, dans cet hôtel particulier, dans cet hôtel particulier, trop particulier. Cette chanson interprétée par Dany en 1971, c'est L'Hôtel Particulier. Chanson écrite par son copain de l'époque, Pascal Sevran. Dany, c'est ma boussole. Elle a été célèbre avant moi. Et comme je vous l'ai déjà dit, elle a abandonné son métier quand je l'ai rencontrée. Elle aimerait que je parte au top. Mais au fond, elle sait aussi que je vais rester jusqu'au bout. Comme mon père qui pratiquait encore des accouchements de nuit, 8 jours avant sa mort. Il avait 80 ans. Je l'aime, il m'aime aussi, cela n'a pas de prix. Oh non. Dany a commencé sa carrière au cinéma dans les années 50. Elle joue dans le célèbre film de Marcel Carné, qui est un événement à l'époque, Les Tricheurs. Mais aussi dans Chercher l'idole de Michel Boiron. Elle incarne une fan des yéyés. On la voit même tenter de s'infiltrer dans les locaux d'Europe numéro 1, rue François 1er. Silence! Bonjour, je me présente, Harold Kay. Enchanté, bonjour. C'est la première fois que vous participez à l'émission? Oui, c'est la première fois. Comment on va participer à l'émission? Bah bien sûr, voyons, c'est pour ça qu'on est venu. En fait, tu vas pas te dégonfler à la dernière seconde, écoute. Bon, ben vous allez vous installer là, Merci. tranquillement. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous, d'accord? Merci, monsieur. Ça va être un nouveau vieux. Dany jouait également en 65 dans le film Boeing Boeing, aux côtés de Tony Curtis et Jerry Lewis. Boeing Boy, Mademoiselle Air France. Des amis qu'elle m'a présentés lorsqu'ils sont venus à Paris. Dany fréquente aussi Gregory Peck, qui sera le parrain de Stéphanie Jarre. Stéphanie, que je considère comme ma fille, je l'ai adoptée, qui est aussi la femme de ma vie. Son papa, c'est Maurice Jarre, plusieurs fois oscarisé à Hollywood. Je ne l'ai jamais appelé papa, parce que je ne sais pas, ça s'est pas fait, ça s'est pas... Mais et quand vous étiez enfant, vous l'appeliez comment? J'ai toujours appelé Mimi. Et il y a aussi ma petite fille Rebecca, la fille de Stéphanie. Elle vient de commencer une carrière d'actrice tout en gardant la tête sur les épaules. Pour payer ses cours de théâtre, elle est serveuse dans un restaurant de mon village dans les Alpes chaque été. Et papy, n'oublie pas aussi que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Et n'oublie pas de me trouver 2 places pour un concert d'un groupe que je ne connais pas. Et elle me demande ça à 9h, elle les a à 9h12. Dans ma famille, il y a aussi bien sûr les chiens.
J'avais un cocker noir quand je suis rentré en stage à l'ORTF. Danny avait des lévriers au début de notre histoire. Nous avons eu notre période Yorkshire, une passion que nous a refilé Jean-Paul Belmondo. Et puis il y a eu celle que tout le monde connaît, qui est sur mon canapé tous les dimanches, Isia. Isia est un border collie rescapé d'une fourrière de Roumanie, mon pays d'origine. Isia est un chien de berger, son rôle est le même que le mien, rassemblé. Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore. Je fais mieux qu'être dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guibolles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Je suis hypocondriaque. C'est pas un scoop. Saviez-vous qu'à la fin de l'année 2014, plutôt que de m'offrir un séjour de 3 jours à la montagne, j'ai préféré partir 3 jours en milieu hospitalier pour un check-up complet. C'est une chose que je fais de temps en temps. J'habite en face d'une clinique. Les blouses blanches me rassurent, elles me relaxent. J'ai besoin de retomber en enfance avec un sentiment de protection. Une fois par mois, j'arrive comme au bar, qu'est-ce qu'on vous sert? Un petit cholestérol, tout va bien. Et je veux le résultat dans les 2 heures. Dans mon portable, j'ai 5 cardiologues, 5 gastro-entérologues, je fais des Dopplers régulièrement. Et à Noël, je pense que je vais avoir le nouvel appareil à attention que ma femme va m'offrir. Et il y a un nouveau thermomètre Siemens qui vient de sortir, qui est très léger. Souvent par discrétion, car je suis pas un inconnu, je prends un pseudo. Souvent c'est le nom de ma mère, Lola Scheffler. Mais parfois les résultats se perdent et je dois reprendre un autre pseudo. Dernier pseudo, Monsieur Diocard, car c'est l'inverse de cardio. C'est grâce à ces contrôles réguliers que j'ai évité le pire en 2020 grâce à une double opération, à cœur ouvert. J'ai aussi guéri à temps 3 ans plus tard d'une bactérie qui avait infecté une valve. Je souffrais d'une endocardite infectieuse de la valve mitrale. J'ai fini par bien m'y connaître, hein. Je pourrais écrire sans problème la cardiologie pour les nuls. Je suis devenu le médecin du paysage audiovisuel. J'ai soigné la 4e, la 5e lombaire de Karine Viard il y a pas longtemps, l'eczéma d'Edouard Baird. Je m'occupe des poumons de Charles Aznavour, de la 2e cataracte de Johnny. Et j'ai dans mon portable tous les numéros de tous les plus grands spécialistes, qu'ils soient obstétriciens, ophtalmo ou dermato. Et oui, il avait raison, mon père. Je suis devenu un peu un médecin des âmes. Et c'est toujours avec le même plaisir, à 80 ans passés, que je retrouve chaque dimanche mes malades en consultation chaque dimanche après-midi sur mon canapé rouge. Et puis n'oubliez pas, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors vive la vie, vive la télé et vive mon dimanche. Destins extraordinaires, Michel Drucker. Je tiens à remercier chaleureusement cette radio qui m'est chère de m'avoir permis de replonger dans ces souvenirs extraordinaires. Derrière ce podcast, il y a une équipe formidable. Julien Pichenet, l'auteur, Sébastien Guidis à la réalisation et à la direction artistique, Sébastien Guyot à la production, Sylvain Denis, la mémoire d'Europe 1 à la tête du service patrimoine sonore et son équipe qui veille sur ses archives exceptionnelles, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Je remercie également la direction d'Europe 1, Donna Vidal-Revel, mais aussi Alain Liberty et Nadia Milosevic. J'ajouterai 2 noms pour finir cette liste de remerciements. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Sébastien Bordenave et mon fidèle Philippe Alain. Les 5 épisodes du podcast Destins extraordinaires consacrés à Michel Drucker sont dès à présent disponibles sur le site et l'application Europe 1 ainsi que sur toutes vos plateformes d'écoute.